C'était il y a 40 ans, le 23 février 1981, ces tirs n'étaient pas un échange de coups de feu à Beyrouth ou à Kaboul, mais des coups de feu tirés par des militaires au Cortes, l'Assemblée nationale espagnole, lors de la tentative de coup d'état militaire du colonel Antonio Tejero. Un coup d'état qui allait échouer. Nous sommes en compagnie de Benoît Pellistrandi, historien, spécialiste de l'histoire contemporaine, auteur de Histoire de l'Espagne des guerres napoléoniennes à nos jours, publié chez Perrin, et du Labyrinthe catalan, publié chez Desley de Brouwer. Benoît Pellistrandi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, nous sommes le 23 février 81, 4 ans et demi après la mort de Franco, le 20 novembre 75. Que s'est-il passé pendant ces 4 ans et demi de transition démocratique, comme on l'appelle en Espagne ? On a eu le démantèlement de la dictature franquiste et la restitution au peuple espagnol de sa souveraineté politique, à travers un processus qui est un processus négocié entre toutes les forces politiques, et notamment depuis le pouvoir franquiste, avec Juan Carlos qui avait été désigné comme successeur par le général Franco en 1969, le processus s'est fait de la loi à la loi, en passant par la consultation des Espagnols et des élections libres le 15 juin 1977 pour la première fois depuis 1936. Et ces élections ont été parfaitement libres, tous les partis politiques y ont participé, y compris le Parti communiste espagnol qui avait été légalisé lors de la Semaine sainte de 1977. Donc l'Espagne est une vraie démocratie en février 81. Il y a encore peu de réminiscences du franquisme au pouvoir. Il n'y a plus de réminiscence franquiste au pouvoir, il n'y a plus d'ancien ministre du général Franco au pouvoir, puisque même le président du Conseil espagnol, Adolfo Suárez, qui avait été ministre à la toute fin du franquisme, vient de remettre sa démission. Et le 23 février 1981, nous sommes dans une session parlementaire extraordinairement importante, puisqu'il s'agit de l'investiture d'un nouveau chef de gouvernement. Justement, on va en parler après. Pourtant, c'est pas la première tentative de coup d'État. 3 ans plus tôt, le 11 novembre 78, Antonio Tejero avait déjà fomenté un coup d'État, l'opération Galaxy, du nom de la brasserie madrilène où les officiers préparaient le putsch, qui avait échoué. Il avait d'ailleurs écopé de 6 mois de prison le 8 mai 1980, bizarrement sans être rayé des cadres de l'armée. Il faut comprendre que l'armée a été la colonne vertébrale du régime franquiste et que ses chefs, en 1975 et 1980, sont des jeunes, sont devenus les généraux, sont des personnes âgées, autour de 60-65 ans, mais qui ont donc connu le régime depuis les débuts. Et il est vrai que cette transition démocratique suppose de mettre l'armée à côté, non plus au centre du système politique, et suppose aussi de la moderniser. Donc il est vrai que dans cette transition démocratique qui se passe avec beaucoup de difficultés, l'armée représente un blocage. Pas toute l'armée, mais la hiérarchie. Et à l'intérieur de l'armée, il y a aussi des hommes, des officiers profondément franquistes, profondément anticommunistes, et le lieutenant-colonel Antonio Tejero en est un, qui sont très opposés au tour qu'est en train de prendre la démocratie espagnole. Justement, Benoît Pellistrandi, lors de son procès à Tejero, après cette première tentative de coup d'État qui n'a pas pu avoir lieu, il y avait des manifestants qui l'acclamaient avec les drapeaux de l'Espagne franquiste et d'autres qui l'insultaient. L'Espagne était-elle très divisée à l'époque ? Oui, l'Espagne était divisée, d'autant que l'année 1979-1980 sont particulièrement difficiles. On a d'un côté la crise économique qui frappe le pays. On a une inflation de l'ordre de 25% par an. Et du coup, commence à courir l'idée que sous Franco, on vivait mieux. Con Franco vivíamos mejor. C'est ce que se disent les Espagnols. Et puis, il y a surtout l'autre grand phénomène massif, le terrorisme de l'ETA, qui s'en prend principalement aux forces armées. Et les enterrements des militaires tués par l'ETA se transforment tout au long de l'année 1980 en grandes manifestations antigouvernementales. Et notamment à Madrid, partant du ministère de la Défense, le cortège funèbre d'un général assassiné par l'ETA devient un moment extrêmement dur où le vice-président du gouvernement, ministre de l'armée, est insulté par ses pairs. Et on voit donc qu'il existe un problème militaire
dans cette jeune démocratie espagnole. Alors justement, la situation est très tendue à ce moment-là, le 23 février 81, vous l'avez évoqué, puisque Adolfo Suárez, le président socialiste du gouvernement, est très contesté. Entre les 2 et 4 février, la famille royale espagnole est accueillie sous les injures au Pays Basque par les députés de Herri Batasuna, la branche politique de l'ETA. Le 13 février, meurt à la prison de Carabanchel, à côté de Madrid, après des tortures, un membre de l'ETA, José Ignacio Arregui, ce qui cause le limogeage de plusieurs chefs de la police, fait dénoncer par le journal El Alcázar, l'organe officiel du franquisme. Oui, on est vraiment dans cette tension liée au terrorisme de l'ETA qui, je le répète, s'en prend aux forces de sécurité et donc en fait au noyau de ce qui était le régime franquiste. Donc là, le sentiment, c'est que ce gouvernement d'Adolfo Suárez a perdu la main et s'est répandu dans la classe politique et dans l'armée l'idée qu'il fallait donner un coup. Alors, coup d'État ou coup de gouvernail pour changer les choses. Et ce trame, ce qu'on va appeler l'opération De Gaulle, naturellement, ça renvoie à 1958. Oui. L'idée, c'est que l'Espagne est dans la situation française de 1958, sans véritable gouvernement capable de tenir, et donc il convient qu'un militaire de haut rang, de haut prestige, devienne chef du gouvernement et réussissent un gouvernement d'union nationale pour, j'allais dire, corriger les dérives de la démocratie et lutter contre le terrorisme de l'ETA. Justement, Benoît Pellistrandi, ironie de l'histoire, le coup d'État a lieu suite à l'arrivée comme président du gouvernement de Leopoldo Calvo Sotelo, le neveu de José Calvo Sotelo, dont l'assassinat le 13 juillet 1936 a été un des facteurs déclencheurs de la guerre d'Espagne. Oui, la famille Calvo Sotelo est une grande famille de la droite espagnole. José Calvo Sotelo, qui a été ministre des Finances dans les années 20 et qui était le leader de la droite démocratique espagnole dans les années 30, est assassiné le 10 juillet 1936 et cet assassinat politique accélère le coup d'État du 18 juillet 1936 qui, comme on le sait, débouche sur la guerre civile. Leopoldo Calvo Sotelo est un ingénieur des ponts et chaussées qui a fait sa carrière comme technocrate du franquisme. C'est un libéral convaincu, mais il est évident que sa nomination représente un coup à droite par rapport à l'option centriste de son prédécesseur Adolfo Suárez. Alors justement, le 23 février à 18h21, des militaires avec à leur tête Terrero rentrent dans les Cortes et tirent. Seconde ironie de l'histoire, c'est un général de division de l'armée de terre, Manuel Gutiérrez Mellado, premier vice-président du gouvernement et officier le plus gradé dans la salle, qui se lève, se dirige vers la tribune où se tient Terrero et lui ordonne de déposer les armes. Un groupe d'une dizaine de soldats sera nécessaire pour le maîtriser. Malgré ses 70 ans, l'armée n'est donc pas unie. Non, l'armée n'est pas du tout unie et Gutiérrez Mellado, ce vice-président du gouvernement espagnol, est la bête noire des putschistes et de tous les nostalgiques du franquisme. Quand les gardes civils qui sont entrés dans l'hémicycle commencent à tirer, on a une scène absolument saisissante. Tous les députés se cachent sous leur pupitre, ce qui est une réaction normale, ce qui est un réflexe que je pense nous aurions tous eu, sauf 3 hommes. Le vice-président du gouvernement, Gutiérrez Mellado, le président du gouvernement sortant, Adolfo Suárez, et le leader du Parti communiste, Santiago Carrillo. Et ces 3 hommes se disent tous les 3 que de toute façon, s'il faut mourir, il faut mourir avec dignité. Mais auparavant, Gutiérrez Mellado a essayé de rappeler ces militaires à leur devoir, qui est celui d'obéir au pouvoir civil. Et alors justement, à Valence, le commandant de la 3e région militaire, Jaime Milans del Bosque, fait sortir les chars dans la rue et programme l'état d'exception en tentant de convaincre les autres militaires de seconder son action. À 1h du matin, en uniforme de général, Juan Carlos Paz parle à la télévision espagnole, ordonnant à l'armée de ne pas suivre les putschistes. C'est un peu un remake du général de Gaulle en uniforme le 22 avril 61, avec le carteron de généraux en retraite. Complètement, complètement. C'est vraiment le roi constitutionnel qui intervient. Il a pris cet habit militaire. On sait que pendant 4 heures, il a négocié pied à pied avec tous les chefs des régions militaires pour s'assurer qu'ils étaient bien du côté de la légalité et de la Constitution. Il n'a eu la confirmation de cette situation que vers minuit. Et donc, vers minuit, il a estimé qu'il était en position de force, car, vous l'avez rappelé, à Valence, le général Milans del Bosque avait décrété l'état d'urgence, avait fait sortir les chars dans la rue. Donc, certains Espagnols ont vraiment vu concrètement qu'il y avait
un coup d'État militaire en train de se produire en Espagne, et l'intervention du roi à la télévision qui a été rendue possible par le fait que les putschistes avaient oublié d'aller prendre la télévision, ce qui montre que le coup d'État était vraiment très mal organisé, c'était un peu des amateurs, et donc un camion antenne a pu venir jusqu'à la Zarzuela, le lieu de résidence du roi, et à 1h du matin, il intervient à la télévision pour s'adresser aux Espagnols, car aucun Espagnol n'a dormi cette nuit-là, et pour dire que le rôle de la couronne est de protéger la Constitution, et donc qu'aucun pouvoir ne pouvait ni défaire ce que la Constitution avait établi, ni parler au nom de la couronne. Cette intervention est très courte, 1 minute et demie, mais elle suffit à marquer que le coup d'État a échoué et que donc l'ordre restera un ordre démocratique et constitutionnel. Et le coup d'État se termine à ce moment-là. Alors, ils auront été arrêtés, condamnés jusqu'à 30 ans de prison, les deux principaux putschistes, mais ils n'en auront fait que 15. Merci beaucoup, Benoît Pellistrandi, historien, spécialiste de l'Espagne contemporaine, auteur de Histoire de l'Espagne des guerres napoléoniennes à nos jours, publié chez Perrin, et du Labyrinthe catalan, publié chez Desley de Brouwer.